Bonjour, bienvenue dans Point de Vue, ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro TV. Au sommaire de cette émission du mercredi 16 avril, le Premier ministre François Bayrou a tenu hier une conférence de presse sur l'état des finances publiques pour alerter les Français des constat, pas d'annonce pour l'heure. Qu'en a pensé le MEDEF? Le point de vue de la vice-présidente du MEDEF en charge de l'entrepreneuriat, Paola Fabiani, sera avec nous dans un instant. Et puis on parlera de l'Iran et des États-Unis qui se reparlent après des années de rupture. Si les Iraniens renoncent au nucléaire, les Américains lèveront les sanctions qui pèsent très lourd sur l'économie iranienne. Est-ce l'occasion historique pour l'Iran de redevenir une grande puissance et pour Trump d'œuvrer pour la paix? L'analyse du spécialiste de l'Iran, le géographe Bernard Ourcade. Voilà, vous avez le programme. Point de vue, c'est parti. Bonjour Paola Fabiani. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du MEDEF et vous êtes en charge de l'entrepreneuriat. Vous êtes par ailleurs porte-parole du MEDEF. Alors on va revenir avec vous sur ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire la conférence donnée par le Premier ministre à Matignon, entouré de ses différents ministres. Il a fait un état des lieux sur la situation budgétaire de la France, s'adresser aux Français, dire la vérité sur l'état des finances, c'était même le petit panneau sur le pupitre de François Bayrou, la vérité pour agir si ma mémoire est bonne. Qu'est-ce que au MEDEF on pense de la méthode déjà avant de parler du fond? On est tout d'abord dans un état d'urgence budgétaire et c'est une très bonne chose que le gouvernement ait posé à la fois le diagnostic et la méthode. Donc effectivement, ça ne vous surprendra pas qu'on ne peut pas demander plus aux entreprises et que le Premier ministre l'a dit lui-même. C'est important et le sujet, c'est les dépenses publiques. On va y revenir dans le détail. Mais sur la forme, pour vous, s'adresser aux Français, les propos étaient, par certains les qualifient d'alarmants, vous me direz sans doute qu'ils étaient réels, en fait, réaliste. Le constat, c'est ça, réaliste. Tout à fait, réaliste. Bon, François Omril, du syndicat CFCGC, lui a pointé, a qualifié la rencontre d'opération de communication avec un discours un peu pleurnichard. La CFDT a déploré une vision comptable du gouvernement dans les grandes lignes. Vous, le MEDEF, comment vous avez qualifié ce moment de cette conférence? Et puis, on va rentrer dans les détails. Nous, on a qualifié effectivement le fait qu'on posait les méthodes, qu'on posait le constat, et donc ça permet d'avancer et puis de partager ce constat qui est réel, malheureusement, et donc de trouver les solutions. Oui, vous pensez que les Français, ils savent pas, ils ont pas assez en tête l'état alarmant des finances publiques, pour reprendre les termes? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment la question. Je pense que le point surtout, c'est comment on déploie les solutions et se mettre finalement en marche pour déployer les solutions. Alors, se mettre en marche, effectivement, le Premier ministre a fait des constats. Il nous dit que les réponses vont arriver d'ici le 14 juillet. La méthode de co-responsabilité, c'est les termes qui ont été employés. Ça vous semble la bonne méthode, justement? C'est une méthode, on va voir ce que ça donne. C'est toujours, il y a les bases et ensuite il y a sa mise en œuvre. Il y a le discours et après il y a la réalité, c'est ça? On va voir comment se déploie la réalité. Mais pour vous, c'est donc le début d'une bonne méthode. Alors, 40 milliards, il faut trouver 40 milliards d'économies. Comment on fait? Quelles sont les solutions que propose le MEDEF? Alors, pour nous, comme je disais en introduction, effectivement, il n'est pas possible de demander plus aux entreprises. Pour rappel, les entreprises françaises sont celles qui ont les plus hauts prélèvements obligatoires au monde. Donc, on ne peut pas aller plus loin. On a encore fait un effort de 13 milliards d'euros en 2025, rappelons-le, puisque 13 milliards avec, en fin 2024 avec les décisions qui ont été prises, qui vont s'appliquer sur 2025. Donc, effectivement, pour nous, les solutions, elles passent par aller jusqu'au bout des différentes discussions et des réformes nécessaires. Elles passent par le fait de travailler sur la dépense publique, réduire la dépense publique. Pour rappel, 56% du PIB.
Donc, il y a vraiment un axe. Et sur cet axe, pour revenir, il y a un sujet important pour décorréler un peu les choses dans la dépense publique. C'est bien évidemment ne pas toucher aux services vitaux, les hôpitaux, n'allons pas chercher les médecins, la police pareil. Mais on a qualifié ça de l'administration administrante. C'est-à-dire que vous savez que dans les dépenses de santé, 34% sont dédiés à l'administration. Ce ne sont pas des médecins. Ce ne sont pas des médecins ou des infirmières ou des aides-soignants. Exactement, ce ne sont pas. Donc c'est là où il faut s'attaquer. C'est là où il faut travailler. À réduire peut-être des échelons, des intermédiaires. À simplifier, c'est ça ? À fluidifier et effectivement à trouver une situation plus optimale sur ce point. Dans les sujets qu'on porte par rapport à ça, c'est effectivement de travailler là-dessus. Et puis le taux d'emploi. La solution, c'est d'augmenter le taux d'emploi. Travailler plus, c'est ça ? Travailler plus. Alors, travailler plus, il faut le définir. Parce que quand le taux d'emploi, c'est-à-dire travailler plus, taux d'emploi, c'est quoi la différence en fait ? Alors, le taux d'emploi, c'est combien de Français sont actifs. Donc, à ce jour, il faut savoir que 6 Français sur 10 ne travaillent pas. 6 Français sur 10. Alors, quand on prend toute la population française. Si je fais un comparatif par rapport à l'Europe, ce qui est toujours intéressant de regarder ce qu'on fait en Europe, nos camarades. En Europe, globalement, en France, on travaille, si mes chiffres sont bons, 667 heures. En Europe, en moyenne, on travaille 770 heures. Et aux États-Unis, pour la petite histoire, 810 heures. Ça veut dire quoi concrètement ? Qu'est-ce qu'on entend par le taux d'emploi ? C'est faire en sorte qu'il y ait plus déjà de personnes qui travaillent. Il y a bien sûr la durée, mais il y a aussi et avant tout, je dirais même, le fait de mettre plus de personnes au travail. Et là, on parle jeunes, là, on parle seniors. C'est comment faire en sorte qu'il y ait justement plus de Français qui sont au travail, en âge de travail bien sûr, et en mesure de travailler. Ça, vous avez dû être ravi, le Premier ministre l'a souligné hier, on ne travaille pas assez en France. Alors, justement, parlons du travail, le travail des jeunes. Les jeunes Français ont du mal à rentrer sur le marché de l'emploi en France, c'est ça ou... Disons qu'il n'y a pas qu'une seule explication, il y a différentes conjonctures qui font que donc effectivement il y a effectivement la difficulté des jeunes à entrer sur le monde du travail, il y a effectivement l'attractivité des métiers et le fait que certains métiers sont méconnus. Le MEDEF y travaille beaucoup pour justement attirer les jeunes à ces métiers. Alors je parlerai pas dans quel secteur par exemple typiquement alors je vais donner des exemples évidents. Alors j'ai parlé des femmes mais pas que, mais les jeunes filles par exemple dans la filière scientifique sont peu nombreuses. Alors qu'on sait que ce sont des métiers en plein développement, on sait qu'on a des besoins, on sait que demain on aura encore plus de besoins, et donc il y a peu de femmes dans les filières scientifiques, les métiers du bâtiment, les métiers de la construction, les métiers de l'industrie, tous ces métiers qui peut-être parfois pâtissent un peu d'une image d'Épinal qui n'est pas la bonne, et puis qui ont beaucoup évolué. Donc il y a un travail les à métiers faire. De l'industrie aussi, notamment, c'est ça, par exemple. Les métiers de l'industrie, exactement. Les métiers de l'industrie, et notamment les métiers, par exemple, de l'industrie chez les jeunes, chez les femmes, qui ont complètement changé, et qui sont des métiers qui sont de plus en plus des métiers d'avenir, qui s'inscrivent dans une évolution, dans une innovation, tant par le métier lui-même que les compétences requises et les profils. Et donc là, il y a un vrai travail à faire là-dessus. Et donc un travail d'orientation, de formation, c'est ça ? Tout à fait. Le MEDEF a travaillé justement sur des propositions d'orientation. On a sorti il y a un peu moins d'un mois, si je ne dis pas de bêtises, une trentaine de propositions sur l'orientation, des propositions très concrètes, parce que finalement, quand on parle orientation, on parle concret. Comment finalement faire en sorte que dans les écoles, comment faire en sorte que ces jeunes, mais aussi leur entourage familial, professoral, connaissent mieux nos entreprises. Et nous, on est tout à fait ouverts et on y travaille au quotidien à faire venir les jeunes dans les entreprises, à aller dans les écoles, et le stage, par exemple, les différents stages qui ont été mis en place, contribuent à ça. Donc sur la partie des jeunes, il y a une trentaine de propositions sur l'orientation, puisque le MEDEF travaille sur différents sujets. Là, on a parlé de la politique sur les économies et 40 milliards, mais tout vient bout à bout, et donc l'orientation est un vrai sujet.
pour les jeunes et pour finalement faciliter ce matching et avoir de meilleurs résultats de taux d'emploi. Ça passe par les jeunes, ça passe aussi par les seniors. J'allais y venir, les seniors. On le voit. On est seniors à 45 ans, c'est ça, Paola? Alors, en France, on est senior à 45 ans, tout à fait. Mais effectivement, on voit qu'on a amélioré depuis quelque temps le taux d'emploi des seniors, notamment sur la tranche 55-60 ans, et on se rend compte que ça produit directement des effets sur le taux d'emploi. Donc, il y a un vrai lien entre taux d'emploi et emploi des seniors, emploi des jeunes, et donc il faut travailler sur des propositions concrètes pour faciliter ça. Alors, on parle de l'emploi des seniors. Il y a un conclave qui se déroule sur les retraites. Pour certains, il faut retourner. Donc, l'âge actuel est de 64 ans. Pour certains, il faut revenir à 62 ans. Vous allez à ces réunions, vous participez, vous, au MEDEF, à ce conclave? Je crois que c'est tous les jeudis, c'est ça? Tout à fait. Le MEDEF est, en tant que première, je rappelle, première organisation patronale, et on a eu récemment la représentativité qui a été refaite, et on a eu une progression forte qui a été marquée. Donc effectivement, bien évidemment, on est au conclave, et bien évidemment, on a une responsabilité de faire en sorte de faire progresser ce conclave dans une logique de trouver un système d'équilibre en 2030. C'est la condition, puisqu'on ne peut pas se passer de cet équilibre. C'est vital, c'est une question pour tous. Pour le MEDEF, quel est le bon âge pour partir à la retraite? Qu'est-ce que vous préconisez? Là, on est en train de travailler sur ce qui a été mis en œuvre. Après, on va travailler surtout sur le taux d'emploi, et fur et à mesure, on va évoluer. Juste à noter tout de même que tous les pays autour de nous ont augmenté considérablement. Aucun sont à l'âge où nous sommes. Ils sont tous, quoi. La majorité des États européens sont à 67 ans, c'est ça? Alors, les États européens sont à plus de 64 ans, avec des variantes en fonction des pays, etc. Donc, c'est important qu'on prenne la mesure des choses. Comment on fait évoluer les entreprises justement sur le fait de garder les seniors? Parce que le travail des seniors, la plupart des seniors en général, quand ils sont en bonne santé, etc., ils veulent plutôt continuer leur carrière. Le problème vient plutôt des entreprises qui veulent se séparer des seniors. Comment on fait pour que les entreprises les encouragent à les garder en emploi? Alors, je pense que la question ne se pose pas tout à fait dans ces termes-là aussi. Je ne pense pas que les entreprises ne veulent pas garder les seniors, mais il faut effectivement aménager, puisque on fait un peu un global, les seniors, mais il y a plein de typologies, de parcours de vie qui ne sont pas les mêmes à travers cette catégorie senior, dite senior. Notamment travailler sur les carrières hachées des femmes. Il y a un vrai sujet par rapport à ça. Il y a travailler aussi sur finalement comment très en amont on anticipe finalement la reconversion. Alors moi j'ai tendance à dire quelque chose et que je trouve assez positif, notamment par rapport à l'intelligence artificielle, c'est qu'effectivement les compétences se périment de plus en plus vite. On le sait. Et donc effectivement c'est un message, je trouve, très positif par rapport à la formation. Et donc le sujet des seniors, mais comme le sujet finalement de toute sa carrière, c'est comment former mieux, former plus et bien en amont. C'est ça le point. C'est ça le point. Si on revient sur les solutions, les pistes pour améliorer les finances publiques, concernant les retraites, est-ce qu'il faut... ce matin, j'entendais le ministre de l'économie, Éric Lombard, dire que supprimer les 10% d'abattement fiscal des retraites n'est pas tabou. Qu'en pense le MEDEF ? Non, effectivement, il faut répartir l'effort. Le 10% d'abattement sur les retraités. Il faut savoir que, effectivement, l'idée, c'est de répartir cet effort pour que ce ne soit pas porté essentiellement par les actifs et les entreprises. C'est ça le point. C'est ça le point. Est-ce qu'on peut, justement, à propos de la retraite, garder encore ce modèle de la répartition, qui est le modèle français, c'est-à-dire les actifs d'aujourd'hui payent les pensions de retraite des retraités d'aujourd'hui. Est-ce qu'il fonctionne encore, ce système de répartition, où il faut réfléchir à induire la capitalisation dans ce système ?
Alors, on a posé le débat et le point de revoir le financement de la protection sociale au sens large et prendre finalement de la hauteur. C'est aussi le rôle du MEDEF pour regarder ça plus globalement. Et effectivement, la répartition est un bon système. Il faut qu'il soit complété par de la capitalisation complémentaire qui viendrait et qui serait gérée de façon paritaire pour lui assurer une équité. Ça peut être une piste. Alors, la santé, il y a ce délai de carence, le fameux délai de carence de 1 à 3 jours qui est dans la fonction publique. Il faut le réaligner sur celui du secteur privé. Ça aide aussi à faire des économies. Il y a eu une explosion des arrêts de travail, notamment depuis la période Covid. Là aussi, c'est un endroit où on peut aller chercher des économies. Globalement, il y a effectivement, dans le cadre de la dépense publique, il y a peut-être l'optimisation d'un certain nombre d'éléments dans la fonction publique. Nous, on est dans le privé, on n'ira pas forcément sur ces sujets-là, puisque c'est pas les nôtres. Mais effectivement, comment travailler mieux ? Et qu'il y a peut-être une égalité aussi entre les deux systèmes, non ? À réfléchir. L'idée d'une hausse de la TVA n'est plus une ligne rouge, dit également Éric Lombard. La TVA sociale, c'est aussi le sujet du MEDEF, puisque près de la moitié de la TVA est aujourd'hui finance la sécurité sociale, c'est ça ? Alors, la TVA sociale aurait l'intérêt de effectivement permettre une répartition de l'effort. Encore une fois, par rapport à ce que je disais précédemment, à ce jour, les retraites sont essentiellement payées par les entreprises et les actifs, les salariés. Donc effectivement, la TVA sociale permettrait d'avoir une répartition sur l'ensemble de la population, sous condition bien sûr qu'elle ne touche pas les produits de première nécessité, les produits essentiels. Et on avait il y a un certain nombre d'études qui méritent d'être plus poussées, qui montrent qu'un point permettrait justement de réduire une partie du déficit. Donc il y a une piste à creuser sur ce sujet. Ça vous semble une piste plutôt très intéressante alors ? C'est une vraie piste. On a évoqué nos voisins européens. Est-ce que la France pourrait s'inspirer de l'Italie ? L'Italie, qui a souvent été le mauvais élève de l'Europe, elle a une économie qui se relève. Tout à fait. Alors, l'Italie fait une performance vraiment intéressante. À noter que l'Italie, le Portugal, l'Espagne aussi sont des pays qui ont pris des mesures sans augmenter la taxation des entreprises. C'est important de le souligner. Et pour autant, qui présentent des chiffres de réduction de leurs dépenses publiques très importants. Quels ont été les leviers alors du coup pour ces pays-là ? Développer la compétitivité. Finalement, aider les entreprises à innover, investir, créer de l'emploi, du coup naturellement augmenter les salaires, du pouvoir d'achat, et donc finalement développer la compétitivité, créer de la croissance. Donc s'inspirer de ces pays-là, ça vous semble finalement très judicieux par définition, quoi. Quand on voit qu'il y a des solutions qui marchent, c'est toujours bien de s'en inspirer, je crois. Alors c'est un état des finances publiques assez désastreux, tout ça dans un contexte de guerre commerciale, un climat d'incertitude depuis que Donald Trump a lancé sa guerre commerciale avec l'augmentation des droits de douane. Quelle remontée vous avez, vous, des chefs d'entreprise au MEDEF ? Il y a bien évidemment une certaine inquiétude. En tout cas, ils sont très vigilants, ce qui est logique. Je pense qu'on est tous dans cette posture. Mais tout de même, à noter que la réalité économique des contribuables et du marché financier a finalement rappelé un peu, je dirais, les limites de la politique de Donald Trump, et il a fait fléchir pour l'instant un certain nombre de points. Donc on voit bien qu'on est dans un
un système d'équilibre. À noter que précédemment, lorsque les annonces ont été faites, les premières annonces, pas les dernières d'augmentation. C'est vrai que c'est un peu un feuilleton. Mais on a quand même toujours les 10% supplémentaires là. Alors, effectivement, on a vu que le dollar avait une dépression assez forte, de 10%. On a vu aussi que les bons du Trésor avaient perdu 50 points de base, ce qui touche directement au cœur de... Les fondements, exactement. Et c'est ça sans doute qui a fait reculer un peu Donald Trump, j'imagine, c'est votre analyse. Et à contrario, là, alors ils ont appelé ça le Liberation Day. Donc lorsqu'il y a eu les annonces, justement, avec cette pause de 90 jours par rapport aux annonces d'augmentation des droits de douane par rapport à l'Europe, là on a eu le Nasdaq qui a fait, je crois, sa meilleure performance depuis 20 ans. Donc on voit bien que finalement on est dans un équilibre assez complexe, financier, contribuable. L'idée pour nous, l'enjeu pour nous et l'enjeu pour je dirais pour l'Europe, c'est d'avoir une réponse systémique de façon proportionnée afin d'éviter une surenchère, puisqu'on sait que cette surenchère n'est bonne pour personne et quand on a mis le doigt dans l'engrenage, c'est compliqué d'en sortir. Donc profitons de ces 90 jours pour essayer de trouver des accords qui vont permettre d'avoir une durabilité et un équilibre pertinent. Et de parler d'une seule voix. Merci beaucoup Paola Fabiani d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes vice-présidente du MEDEF en charge de l'entrepreneuriat. Les Américains et les Iraniens se reparlent après des années de rupture. Après une première rencontre samedi dernier à Oman, ils ont prévu de se revoir ce samedi. Cette fois, ça se passera à Rome. Si les Iraniens renoncent à l'arme nucléaire, les Américains lèveront les sanctions qui pèsent très lourd sur le pays. Je vous propose d'écouter le guide suprême qui évoque les négociations en cours. Il parlait hier. حرکتی است تصمیم گیری شده داره اجرا میشه و در این قدم های اول هم خوب حرکت شده خوب اجرا شده بعد از این هم بایستی کاملا با دقت دنبال بشه خطوط قرمز مشخصه برای طرف مقابل هم مشخصه برای ما هم مشخصه و دنبال بشه مذاکرات به شکل خوب ممکنه به نتیجه برسه ممکنه نرسه به طرف مقابل البته خیلی بدبین طرف مقابل رو قبول نداریم میشناسیم طرف مقابل اما به توانایی خودمون خوشبین هستیم میدونیم که ما خیلی کارا میتونیم انجام بدیم. Bonjour Bernard Ourcade. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'Iran, géographe, directeur de recherche émérite au CNRS. Alors, les États-Unis et l'Iran ont renoué le dialogue samedi dernier. Ça se passait à Oman, le sujet le nucléaire iranien. C'est historique de se reparler entre Iraniens et Américains. Vous, le spécialiste de l'Iran, comment vous voyez ce moment ? Ça n'était pas tellement une surprise. Pour ceux qui regardent dans le sujet depuis longtemps, en fait, le gouvernement précédent, M. Raïssi, qui était le président américain qui est mort dans un accident... Iranien, pas américain. Qui est mort dans un accident d'avion en 21, avait déjà commencé des négociations. Indirect, bien évidemment. Oui, il avait posé quelques petits jalons, c'est ça ? Même plus que ça. En fait, les Européens étaient à la manœuvre, et c'est ça qui est très important et qui a changé aujourd'hui. L'Union européenne était à la manœuvre. Régulièrement, M. Mora, le responsable de M. Borrell, allait régulièrement à Téhéran, à Vienne, pour discuter, pour voir ce qui était possible de faire. Et en août 2022, ils étaient pratiquement prêts d'avoir un accord pour retrouver une levée des sanctions, américaines comprises, et contrôler le nucléaire, etc. Et l'accord était pratiquement signé à ce moment-là, d'après mes sources. Mais qu'est-ce qui a capoté alors, puisque à la dernière minute, signé quelqu'un m'a raconté que le diplomate iranien qui avait négocié va voir son collègue pour discuter du jour où on signerait l'accord, et il avait une tête d'enterrement, le patron a dit niet, à la dernière minute. Donc, il y a eu à l'intérieur de l'Iran des combats politiques extrêmement durs qui ont fait qu'à un moment, ils ont dit « Ok, on commence à discuter ». Et d'autres ont dit « Maintenant, on ne peut pas discuter avec les Américains, c'est fini en bloc ». Il faut voir dans cette histoire beaucoup des conséquences de la rivalité interne à l'Iran, qui est un pays en grande difficulté. Des rivalités internes parmi les mollahs, c'est ça ? Les mollahs sont un groupe, les gardiens de la révolution sont un deuxième groupe, la société iranienne sont plusieurs groupes. On a vu les émeutes des femmes et des jeunes en 2022. Bien sûr, du mouvement Femmes Vives. Le gouvernement iranien, qui a une grande expérience de la vie politique et internationale, sait très bien où sont les priorités.
Et donc la priorité à ce moment-là, c'est de défendre le régime islamique, de maintenir le pouvoir. Et donc s'il faut faire des concessions, faisons des concessions. Ils se souviennent que Khomeini, en 88, pour arrêter la guerre, il ne voulait pas arrêter la guerre contre l'Iran. Il a dit, j'ai accepté un cessez-le-feu. C'était aussi dur que de boire du poison, mais j'ai signé le cessez-le-feu. Et donc cette logique de l'adaptation, du réalisme, du pragmatisme, elle est toujours là. En 2022, l'accord était presque là, sauf que Il y avait d'autres urgences, en fait. C'est ça sur la table. La situation intérieure du pays. Non, mais idéologiquement, les combats internes ont fait que les plus conservateurs ont dit, on ne peut pas signer avec les Américains, c'est impensable. Parce que, expliquez-nous, les Iraniens, le régime iranien, comment ils voient les Américains? Il est défini comme grand Satan, c'est bien ça? Le grand Satan, ça c'est le discours. C'est le discours, oui. Mais nous sommes en 2025, je crois, oui, et non 2025, pas en 1979. Oui. À une époque Vous citez 1979 parce que c'est la révolution islamique menée par l'ayatollah Khomeini. Et donc, à ce moment-là, c'était l'islam révolutionnaire. Grâce à l'islam et au peuple musulman, les dictateurs partiraient, la liberté et la prospérité reviendraient dans le monde. Bref, la révolution islamique. On a vu le résultat, qui n'est pas entièrement positif pour moins qu'on puisse dire. Donc aujourd'hui, même les plus radicaux, ceux qui avaient rêvé quand ils avaient 20 ans de la révolution internationale islamique, se rendent compte qu'il faut être un peu réaliste. Et donc si au moins en Iran, on réussissait à sauver un minimum de choses et d'argent que l'on a aussi de pouvoir, ce serait pas mal. Et donc, les priorités ont changé. Et les plus radicaux sont là, ils sont forts, ils contrôlent une bonne base, sont capables de bloquer quelque chose, mais le réalisme est arrivé. C'était l'élection d'un président réformateur, Pezeshkian, et avec pour principal mot d'ordre, nous allons rétablir les relations avec les États-Unis pour lever les sanctions économiques qui pèsent sur la société iranienne. Parce qu'aujourd'hui, un professeur d'université qui, il y a 5-6 ans, gagnait l'équivalent de 3-4 000 euros par mois, gagne aujourd'hui 200-300 euros par mois, vu la dévaluation de la monnaie. C'est une catastrophe. Il est passé de 3 000 à 4 000 euros à 200-300 euros par mois. C'est ça la réalité. 600% de baisse du taux de change. 600% en 5 ans. Oui, c'est une économie asphyxiée. En ruine. Et donc la classe moyenne iranienne est en ruine. Ceux qui sont contre le régime islamique, c'est une grande partie de la population. Ce qui est un danger aussi pour le régime. Ils l'ont bien vu. La révolte. La révolte des gens sociale. Qui ne fera pas tomber le gouvernement comme ça. On l'a vu en 2022, la révolte des jeunes femmes, femmes, vie, liberté, des slogans tout à fait partagés par beaucoup de gens, mais ça ne suffit pas pour renverser un régime. Cela dit, si les jeunes femmes et les jeunes gens s'associent aux professeurs d'université, aux instituteurs, aux ouvriers d'usines de pétrole, ça pourrait faire des choses. Donc ce réalisme politique est très important. Et donc aujourd'hui, le gouvernement iranien qui avait commencé à négocier, qui avait été bloqué en 2022, et ça avait entraîné beaucoup de conséquences, notamment sur les femmes, aujourd'hui, avec ce qui se passe aussi à Gaza et après les événements, on en reparlera. C'est-à-dire l'affaiblissement aussi de l'Iran et de ses proxys par Israël, c'est ça dont vous parlez. C'est ça qui est important. Mais que s'est-il passé dès cette époque-là, 2022 ? Le gouvernement iranien avait décidé de prendre une certaine distance avec ses proxys, avec le Hezbollah, avec la lutte pour libérer Jérusalem. Ils sont tous d'accord pour libérer Jérusalem. C'est une priorité. La 25e priorité peut-être. L'Iran, dans les années 2020, 2021, 2022, les gouvernements iraniens savaient très bien la lutte sociale, les problèmes économiques, et que la République islamique était en danger. Et donc, soutenir le Hezbollah pour s'opposer à Israël, d'accord. Mais est-ce que c'est vraiment la priorité ? Non. Résultat, le 7 octobre a fait exploser toutes les lignes, et l'Iran se rendra compte qu'il n'était pas prêt du tout à faire la guerre contre Israël. C'était utopique, c'était naïf. Donc le Hezbollah, il a essayé de le contrôler. Les milices qu'il y avait, même les Houthis, ont essayé de les contrôler pour s'opposer à Israël, en envoyant des roquettes, mais pas des missiles. Ils ont essayé de contrôler le Hezbollah. Et à la fin, Israël a fait le job, peut-on dire. Certaines mauvaises langues disent l'Iran voulait se débarrasser des proxys qui étaient des boulets aux pieds. On ne peut pas discuter avec l'Iran. Regardez, vous semez la pagaille dans tout le Moyen-Orient. L'Iran, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut dire ? Le Hezbollah ? Ah oui, c'était il y a 2 ans. Les Houthis, ils sont hors de contrôle. C'est pas à nous qui obéissent. Donc Israël a à la fois affaibli l'Iran, mais finalement a rendu service à l'Iran, c'est ça que vous dites ? Je crois. De même que les Américains, en faisant tomber Saddam Hussein en 2003, ont fait tomber Saddam Hussein et ouvert la porte de l'Iran vers l'ouest et permis que l'Irak devienne un pays chiite et ouvert l'arc chiite, etc. C'est les Américains qui ont permis cela.
Et la chute de Bachar est également un symbole énorme. Et les gardiens de la révolution, les héros de la résistance, de la guerre contre l'Irak, ceux qui tiennent l'économie iranienne, ils ont quitté la Syrie en quelques minutes sans combattre, humiliés. Et donc aujourd'hui, un gardien de la révolution peut dire « Je vais combattre Israël ». Qui es-tu, toi? Tu as été battu sans même combattre. Donc, les rapports de force ont changé. Ça veut dire que parler avec les Américains sur un accord sur le nucléaire, c'est retrouver de l'oxygène aussi, ce serait retrouver de l'oxygène pour l'économie iranienne, c'est ça? Est-ce que c'est la question de la survie du régime iranien à travers ça? La survie du régime qui passe par la survie du pays. Dans un pays, je vous le disais tout à l'heure, où les 600% d'inflation, enfin de perte d'abonnés en quelques années, fait que le pays est exsangue. L'Iran, qui est un pays qui est le plus instruit du Moyen-Orient au niveau d'ingénieurs, etc., qui a 90 millions d'habitants, c'est le plus grand pays du Moyen-Orient. Il a pas mal de pétrole et de gaz aussi, ça compte dans le business. Il a une expérience militaire exceptionnelle quand même. Donc il est capable de mettre des satellites sur orbite, et avec des missiles, ils sont capables de faire 1200 km toucher Israël. Bon, c'est un pays qui a du corps. Donc, mais il faut trouver des solutions. Actuellement, les sanctions américaines sont-elles et européennes, par voie de conséquence, sont telles que le pays ne peut pas vivre. Et donc, si les sanctions sont levées, ça permettra à l'Iran, en tant qu'État, la République islamique, de pouvoir vivre normalement, et à la République islamique peut-être s'en sortir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'Iran était, il y a 2 ans, au niveau -10, il s'était gelé. Ça n'allait pas, rien n'allait. Aujourd'hui, l'Iran est au niveau 0. Donc, n'ayant plus le Hezbollah au pied, n'ayant plus les milices, même en Irak, qui les gênent, n'ayant plus la Syrie, qui est un pays qui n'était pas très sympathique, au pied également, l'Iran s'est débarrassé de tout cela. L'Iran peut dire aux Américains, voilà, il y a le problème du nucléaire, c'est un vrai problème, on en discute. Le problème des milices, c'est fini. Justement, Bernard Hourcade, une première réunion a eu lieu à Oman. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui en a été tiré? Et puis on sait qu'ils se revoient, les Iraniens et les Américains, à Rome. C'est ce samedi. Et entre les deux, il me semble que le ministre des Affaires étrangères a rendez-vous aussi avec Moscou, parce que Moscou regarde aussi ce qui se passe. Une chose importante, c'est que cette réunion à Oman, qui est le pays qui fait les go-between depuis longtemps, a eu lieu dans 2 pièces séparées officiellement. Mais à la fin de la réunion, le négociateur iranien Al-Archi et le négociateur américain Witkoff se sont trouvés dans le couloir et ont dit bonjour, bon finalement ça s'est bien passé, se sont serrés la main. C'est historique cette poignée de main, non? Ils n'avaient pas le droit de le faire, ils l'ont fait. Oui, ils l'ont fait. Bon, ils l'ont fait. Donc ils ont dit ça s'est passé dans une bonne ambiance. Il n'y a pas eu d'insultes, pas eu d'invectives des 2 côtés. On est là pour travailler, il y a des choses sérieuses, donc arrêtons de faire du cinéma. Donc le sérieux des 2 côtés a été approuvé. C'est une révolution. C'est pas « ah bah l'Amérique ». Bon, oui. C'est l'Amérique qui pose des problèmes, même chez nous, l'Amérique pose des problèmes. Mais en termes courtois désormais, il y a des sujets sérieux. Donc on se retrouve, il paraît-il, ils vont changer, c'est même pas Rome, ça va être à nouveau Oman, paraît-il, à la dernière minute. Oui, mais peu importe. Ils vont se retrouver dans samedi prochain sur des choses sérieuses. Lesquelles? Qui sont le nucléaire iranien. Bon, le nucléaire iranien, on le sait... Justement, le nucléaire iranien, qu'est-ce qu'on sait des capacités iraniennes aujourd'hui? En fait, on sait beaucoup de choses. On sait beaucoup de choses? L'Iran est un des pays les plus contrôlés par l'Agence internationale d'énergie atomique, qui est tous les 2 matins des inspecteurs, moins qu'avant peut-être, mais dont on sait exactement ce qu'il y a. Concrètement, l'Iran n'avait pas le droit d'enrichir l'uranium à plus de 3%. Avec l'accord de 2015. Quand Trump a déchiré l'accord, les Iraniens ont dit l'accord a disparu, donc je reprends mon enrichissement. Et aujourd'hui, l'Iran a la capacité d'enrichir l'uranium enrichi à 60%, 200-300 kilos je crois, et non pas les 50 kilos auxquels il avait droit. Et surtout, ça veut dire qu'ils ont la capacité d'atteindre 90% pour faire une bombe atomique en l'espace de 3 semaines s'il le fallait. En l'espace de 3 semaines, l'Iran a la capacité de créer une bombe atomique en l'espace de 3 semaines, d'avoir l'uranium pour faire une bombe. Ensuite, il faut faire une bombe, ensuite il faut la transporter, c'est autre chose. Mais symboliquement, l'Iran a cette capacité. Et ça, les ingénieurs iraniens l'ont. Vous détruisez tous ces éléments-là d'un matin par une bombe israélienne ou américaine, peu importe. Les Iraniens seront désolés de cela, mais ils peuvent reconstruire cela dans les 6 mois qui suivent. Autrement dit, ça ne sert à rien de bombarder l'Iran.
On ne va pas tuer tous les ingénieurs iraniens. Bon. Donc l'Iran a cette capacité. Et il s'agit donc de régler cela, parce que c'est un problème. Parce que si l'Iran a cette capacité, l'Arabie Saoudite voudra avoir la même chose. Et c'est l'escalade nucléaire. C'est la prolifération. Et là, tout le monde est d'accord. Les Chinois, les Russes, vous en parlez tout à l'heure, les Européens, les Américains, les Israéliens, bien évidemment, disent il n'est pas question de prolifération. Et Israël tient à être le seul pays du Moyen-Orient ayant une capacité nucléaire. Donc, il y a un consensus pour arrêter les choses. Et même les Iraniens savent très bien que s'il y a une escalade sur le nucléaire, ils n'ont pas de bombe atomique pour l'instant. Ils peuvent donc être soumis à des bombardements durs et très, très difficiles. Le gouvernement iranien qui essaie d'ouvrir les choses, s'il y a un bombardement israélien, ça sera les plus radicaux qui reprendront le pouvoir en Iran. Ça sera non pas 600% de dévaluation de la monnaie, mais 1000%. C'est la crise. Ça aggravera. Donc les Russes n'ont pas envie de ça. Ils ont besoin des Iraniens pour les armer sur l'Ukraine. Donc qu'est-ce qu'ils vont dire les Russes aux Iraniens? Comment ils pèsent en fait sur... Calmez-vous. Et c'est la Russie qui devait acheter l'uranium iranien. Dans le cadre de l'accord, l'uranium enrichi en Iran. L'Iran demande le droit d'enrichir. Et vous avez montré une vidéo tout à l'heure montrant que le guide disait nous avons le droit d'enrichir. Et ce droit, il sera conservé, d'enrichir à 3%. Et le reste est vendu notamment aux Russes. La Russie ayant l'usage d'uranium plus enrichi à un plus haut niveau. Donc tout ceci est contrôlé. Et on trouve cela en Israël aussi. En Israël, les gens du Mossad, les gens de l'armée, les gens sérieux, pas les idéologues, disent l'accord de 2015 auquel le gouvernement israélien est très opposé, il n'était pas si mal que ça. Il permettait de contrôler l'Iran. 100%, jamais il y a garantie à 100%. Nous avions une très solide garantie par l'ONU, par les grandes puissances internationales pour contrôler cela. Donc, il y a une solution possible sur le nucléaire iranien, parce que les Iraniens ont d'autres priorités aujourd'hui. Sachant que l'essentiel est sauvé, l'Iran a le droit d'enrichir, et donc tout le monde peut se mettre d'accord là-dessus. Ce qui permettrait ensuite, c'est la grande question, que Israël accepte cela, mais les États-Unis en aient moyen, peut-être en disant... De peser sur Israël? En leur disant, abandonnez l'Iran, tout espoir de bombarder l'Iran, détruire physiquement les industries nucléaires iraniennes. Mais question Gaza et Cisjordanie, je serai souple, je ne vous embêterai pas. Et donc, le problème, c'est un jeu à trois. Israël, Iran, États-Unis. Et dans le conflit, et Arabie Saoudite. Mais côté Israël, si les Israéliens ne sont pas contents côté Iran, on pourrait les satisfaire côté palestinien. Et donc aggraver le problème de la crise de Gaza, ce qui n'est pas un mince problème. Autre pays important dans l'équation, l'Arabie Saoudite. J'allais y venir. Comment les pays arabes voient ces négociations ? L'Arabie Saoudite a été mise dans l'obligation, en quelque sorte, de s'entendre avec les Iraniens par les Chinois en 2023. C'est un accord important. Donc l'Arabie Saoudite sait qu'avec l'Iran, ils sont les deux grands pays de la région, pour des raisons différentes. Opposés pour mille raisons. Il y a beaucoup de cadavres dans les placards des deux côtés. Mais les deux pays sont d'accord sur le fait qu'il faut arrêter, il faut trouver des solutions. Et à l'avenir, c'est nous qui allons diriger la région, et non pas les pays du Proche-Orient, comme c'était le cas il y a 40 ans, ou la Syrie. Nous, c'est l'Arabie Saoudite. Arabie Saoudite et Iran. Et Iran. Les deux se posent un ticket. Un ticket. Malgré l'Arabie Saoudite est sunnite, ils sont wahhabites. Les Iraniens sont chiites. Et iraniens. Bon, tous les opposés. Et pas arabes, oui. Et pas arabes. Iraniens. Mais comme l'Allemagne et la France étaient opposées depuis Charlemagne. Bon. Mais ils se rendent compte que des deux côtés, MBS veut l'horizon 2000. Le prince héritier d'Arabie Saoudite veut l'horizon 2030, qui va révolutionner l'Arabie Saoudite. Les Iraniens savent très bien qu'ils ont des capacités énormes, industrielles et technologiques, dont les deux pays sont faits pour s'entendre. On retrouve le voyage de Nixon en 1973. C'est-à-dire ? Nixon avait été voir, à l'époque où l'Union soviétique était très envahissante, de s'asseoir sur l'Arabie Saoudite et l'Iran pour protéger le pétrole américain du Golfe Persique. Et on dit à ces deux pays, vous êtes les deux gendarmes du Golfe. Et je vous arme, Arabie Saoudite et Iran. Les deux pays ont été hyper armés. Après, les choses ont changé. Mais aujourd'hui, ce sont les deux seuls pays qui ont l'armement, la capacité, l'influence politique chez les sunnites, chez les chiites, chez les arabes, chez les non-arabes, ce sont les deux grands pays solides. La Turquie aussi, mais un peu à part. Autrement dit, les deux pays ont intérêt à ce que ça se passe bien. L'Arabie Saoudite n'a pas envie du tout à ce que les radicaux iraniens les plus extrémistes sont toujours là et toujours actifs quand même. Oui. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Donc, s'ils se réveillent, s'il y a un bombardement de l'Iran, ce sont ces gens-là qui, à nouveau, vont prendre les rênes du pouvoir en Iran. Donc, c'est des problèmes. Ils vont encore bloquer les trois d'Ormuz. Les Chinois ne seront pas contents. Ça perturbe le marché pétrolier et gazier. Je n'en veux pas. L'Arabie Saoudite tient à ce que l'Iran travaille,
trouve un accord sur le nucléaire, que les Américains soient d'accord, et que le problème palestinien puisse être résolu. Pour la Palestine, c'est une énorme question avec Israël. Et on connaît le drame de Gaza et le drame de la Cisjordanie. Ça ne pourra pas bien se passer si ça continue comme ça. Les Saoudiens sont bien conscients de cela, les Iraniens aussi. Mais pour revenir sur l'Arabie Saoudite et les Iraniens, ils pourraient travailler ensemble, des relations semblent être à l'œuvre, etc. Mais pour l'opinion publique arabe, pour l'opinion publique iranienne, ce qui se passe entre les chefs, le prince héritier, etc., enfin les chefs de gouvernement, mais l'opinion publique, il y a le passé entre eux, non ? Il y a le passé, mais les gens ont envie de vivre. Les nouvelles générations saoudiennes, est-ce que vous pensez qu'ils pensent au wahhabisme et à la révolution religieuse du XVIIe siècle ? Est-ce que vous pensez qu'en Iran, les gens rêvent de la révolution de Khomeini ? Non. Les nouvelles générations qui ont entre 15 et 35 ans veulent vivre au XXIe siècle, ils veulent vivre aujourd'hui. Et donc, ils ont leurs idées, leurs traditions, leurs coutumes, leur cuisine, leur musique, chacun a sa façon de faire. Mais fondamentalement, il faut vivre aujourd'hui. Ma dernière question, Bernard Roucard, vous diriez que vous êtes plutôt optimiste sur les négociations en cours ? Je suis un indécrottable optimiste. Mais je pense qu'effectivement, il y a aujourd'hui des raisons rationnelles de penser qu'on peut trouver une solution pour que l'Iran ne soit plus l'État qui est révolutionnaire dans le Moyen-Orient, mais un État de 90 millions d'habitants qui contribuera à stabiliser la situation de Gaza au Golfe Persique. Ce n'est pas tout à fait improbable de le penser. Merci d'avoir été avec nous et puis on sera amené bien sûr on va suivre toutes ces négociations très importantes. Merci d'avoir été avec nous. On va partir maintenant pour une autre destination et pour le musée Marmottan-Monet où se déroule depuis le 9 avril dernier une merveilleuse exposition. C'est la découverte du premier des impressionnistes, Eugène Boudin, à travers notamment 80 œuvres prêtées par son collectionneur Yann Guillon-Var et Timothée Delem. Vous avez la chance, l'immense privilège d'être avec Yvan Guillon-Var qui va nous présenter cette merveilleuse collection. Exactement, Anne-Emmanuel. Nous sommes avec un grand passionné. Vous vouez un véritable culte à cet artiste Eugène Boudin que vous avez découvert il y a une vingtaine d'années. Vous me disiez, vous avez prêté ici à ce musée Marmottan-Monet un certain nombre d'œuvres. Je crois qu'il y en a 80 au total. Racontez-nous un petit peu cette passion qui vous anime pour Eugène Boudin. Elle a débuté par ce premier tableau que j'ai acquis il y a 18 ans en arrière, et qui résume parfaitement l'art de Boudin dans le ciel, la peinture des plages de Deauville, puisque c'est un Normand. Oui, alors rappelons, donc ce tableau, ça s'appelle justement La plage de Deauville, et là on est effectivement au cœur de ce que faisait Boudin, avec notamment ce ciel aux deux tiers, et puis ce côté très immersif presque, on a l'impression d'être à l'intérieur de cette scène. On est sur la plage de Deauville, c'est absolument magnifique par ses couleurs et ses proportions, où le ciel prend toujours une grande place sur les peintures de Boudin. Les touches de rouge, un peu à la Corot, vous voyez, des petites pointes de rouge, et surtout une proportion et une qualité. On se croit en Normandie, en fait. Moi qui est allé chez mes grands-parents enfant sur les plages de Normandie, ça a été ce coup de foudre qui m'a fait acheter ce premier tableau et donner le virus. Et maintenant, ça continue d'être toujours une maladie de collectionneur. Oui, voilà. Vous me disiez d'ailleurs, avant que nous débutions cette interview, vous me disiez ce tableau, lorsque vous l'avez rencontré fortuitement lors d'un déplacement il y a 20 ans à Maastricht, je crois, vous me disiez ce tableau, il m'a hypnotisé. Oui, absolument. C'est un souvenir d'enfance vu 40 ans après, et j'ai toujours un plaisir immense de le voir, et il est sublime. Qu'est-ce qui fait la marque de fabrique d'Eugène Boudin ? C'est justement l'expression de sa peinture en plein air, où il était capable d'exprimer les effets météorologiques, les scènes de plage, la vie à l'extérieur, et c'est l'instant qu'il savait peindre avec un œil absolu.
puisque ces couleurs sont toujours impeccables, c'est toujours très juste. Et les ciels sont captivants en fait. Il n'y a pas un peintre n'a réussi à égaler Boudin encore aujourd'hui. Alors, on va déambuler justement dans cette magnifique exposition ici, donc au cœur du musée Marmottan-Monet. Vous disiez, pas un peintre n'a réussi à égaler Boudin. Alors justement, il y a un dialogue au cœur de cette exposition, le dialogue évidemment avec Claude Monet. On sait qu'ici au musée Marmottan, il y a une très importante collection d'œuvres de Claude Monet. Ils se connaissaient d'ailleurs, ils étaient même amis, et c'est même finalement Boudin qui a inspiré Claude Monet. C'est Boudin qui a proposé à Monet, jeune, qui avait 16-17 ans, de découvrir la peinture de plein air et de peindre sur le motif. Ces petites caricatures, c'est ce qui a permis leur rencontre. Monet présente... Oui, parce qu'à l'origine, Claude Monet faisait simplement de la caricature, c'était pas du tout un peintre comme celui que l'on connaît aujourd'hui. Non, c'était pas un peintre, et c'est Boudin qui lui a appris à découvrir les beautés de la nature et peindre sur l'instant, à l'extérieur. Boudin est l'un des tout premiers, voire le premier peintre à vraiment s'exprimer à l'extérieur. Il était marchand dans une boutique de couleurs et papetier encadreur en fait. Et en découvrant ce jeune Monet, il lui a donné l'envie d'aller peindre à l'extérieur. Et même si Monet au tout début n'aimait pas la peinture de Boudin et l'expression de Boudin. Donc voilà, le jeune Monet sans Boudin n'aurait été sûrement pas le peintre qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Monet n'aurait pas existé tel qu'on connaît aujourd'hui dans l'histoire de la peinture sans Eugène Boudin. C'est dans les écrits de Monet. Hein. Sans Boudin, il ne serait pas devenu peintre. C'est Claude Monet qui témoigne et qui justifie que sa réussite, il le doit à Boudin. Voilà. Alors, on va continuer là aussi de déambuler dans cette exposition parce que on va arriver sur un élément très très important de la peinture d'Eugène Boudin pour bien comprendre quel peintre il était justement. Et vous le dites à l'instant, effectivement, les fameuses scènes de plage. Ça, c'est très important parce que c'est la caractéristique vraiment d'Eugène Boudin. Oui, c'est le début des bains de mer et Charles de Morny qui a lancé Deauville. Et Boudin a vu dans cet essor balnéaire une peinture de représentation des scènes de plage avec les dames en crinoline, ces scènes où ils se rassemblaient et profitaient de la mer et de la plage. On va s'en approcher. Et là on voit, alors il a peint toute sa vie des scènes de plage, mais là vous avez en correspondance Monet avec Alice, sa femme, et puis là c'est Juliette Cabot qui était sa dame de compagnie après le décès de sa femme, et on voit justement cette jolie correspondance entre Boudin et Monet et une scène de plage absolument sublime qu'a peint Boudin et offert à sa dame de compagnie. Voilà. C'est un genre nouveau qu'il invente, Boudin. À ce moment-là, c'est extrêmement précurseur de peindre comme cela des scènes de plage. Début des années 60, effectivement, on voit une série de scènes de plage qui sont absolument sublimes. C'est des tout petits tableaux, même s'il y a eu un tableau de salon qu'il a peint, et celle-ci, c'est intéressant de regarder ce tableau, puisque c'est l'une des plus grandes, voire la plus grande scène de plage peinte par Boudin. Réunion sur la plage, tableau qui date de 1866. Voilà, qui était au salon. Et qui a été découvert récemment, en fait. On l'a retrouvé aux États-Unis, et il n'y en a que 3 dans ce format, en fait, connus. Les 2 autres sont aux États-Unis, et celle-ci, c'est le seul qu'on puisse admirer en Europe. Voilà. Et c'est vraiment une scène incroyable. Incroyable, et on reconnaît d'ailleurs les caractéristiques de Boudin avec notamment ce ciel aux 2 tiers. C'est le ciel aux 2 tiers, un dégradé de ciel incroyable. Sa qualité pour peindre les ciels est quand même très remarquable. C'est absolument juste. Et toutes les couleurs, encore une fois, sont toujours bien nuancées. C'est tout à fait juste. Enfin, il n'y a pas de... La proportion, la composition est toujours extrêmement bien faite, et bien sûr toujours cette beauté du ciel qu'il exprimait dans sa peinture sur
tous ces tableaux en fait. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau et de précurseur au moment justement où Eugène Boudin décide de se lancer notamment dans ces scènes d'extérieur et non pas justement des scènes par exemple d'appartements? Saisir l'instant, et saisir l'instant ça veut dire effectivement quand on peint à l'extérieur, saisir la lumière, saisir les effets météorologiques, et c'est pas une peinture où on sort évidemment de la peinture classique, du romantisme. Vous voyez, c'est ce lien, cette transition qu'il y a entre le romantisme et l'école de Barbizon. Donc Boudin a apporté vraiment cette fraîcheur et cette innovation pour représenter autrement la peinture d'une manière différente, où on approche le motif différemment et on saisit l'instant. Et la lumière fait vraiment partie. Il est le premier à vouloir saisir ces instants météorologiques de lumière, ces scènes où on voit le vent presque souffler dans la toile. C'est ça qu'on ressent finalement. Ça vous fait quelque chose, Yann Guyonvard, de voir ces œuvres qui sont d'habitude chez vous, dans votre salon, c'est une collection privée, et là, vraiment des œuvres qui sont admirées par le grand public. Et puis ça vous rappelle des souvenirs personnels, parce que vous connaissez bien ces plages de Normandie, je crois que vous y avez grandi. Quelle émotion ça vous procure? J'ai passé mes vacances, mais... cette lumière de la Normandie, de l'estuaire de la Seine est incroyable. On comprend pourquoi les peintres et les impressionnistes ont tous aimé peindre en Normandie. C'est saisissant en fait. Et ces changements de climat sont assez incroyables et ont permis de créer des ciels fabuleux. Mais il n'y avait pas que la Normandie, il est allé aussi en Bretagne, il était marié à une Bretonne. Donc il a profité aussi beaucoup de la Bretagne, et avec des ciels et des représentations incroyables qu'il aimait beaucoup. Il est allé également dans le sud de la France, plutôt vers la fin de sa vie, la fin de sa carrière, si je puis le dire ainsi, et puis également un petit peu de Venise. Vous vouliez rajouter un élément très très rapidement, parce qu'on va ensuite aller se diriger vers Venise. On va continuer, voilà, il y a les belles scènes de plage, on voyait. Donc on n'est pas dans le détail de la représentation du personnage, on est vraiment dans une représentation juste, c'est-à-dire une image, un instant. Vous voyez, cette peinture réalise en fait une impression plus qu'un détail. On sort vraiment de la peinture romantique, c'est fini ça. Et donc on voit que cette passion pour Boudin de représenter sur le motif de manière instantanée. C'est l'impressionnisme avant l'heure, Eugène Boudin. C'est 15 ans avant. Mais c'est ça qui est assez fascinant. C'est pour ça Boudin a cette place incroyable qu'il a ouvert la voie aux impressionnistes. Alors, on va se diriger vers une troisième et dernière étape dans cette exposition. Tableau très connu aussi, celui des Lamaneurs. Et puis, il y a également Venise. Je vous laisse là aussi nous commenter et nous dire en quoi ce sont des éléments qui vous frappent tout particulièrement. L'exposition est divisée en 8 sections. Donc les scènes de plage, la Normandie, là on est sur la Bretagne. On va pouvoir voir un très beau tableau de salon, d'ailleurs qui était à Ernest Ochédé, qui était propriétaire d'Impression Soleil Levant. Donc là on est à Brest. On est à Brest, voilà. Très belle composition. Donc là les grands formats sont des tableaux de salon, donc d'exposition pour être présentés et on voit que c'est vraiment absolument magnifique. La rade de Brest, effectivement, avec toujours ces ciels. Et ces ciels gris. Alors, on va se diriger ensuite vers, effectivement, les scènes de village. Et puis, je voudrais quand même qu'on parle de ce moment où Eugène Boudin est au sommet de son art, lorsqu'il remporte cette médaille d'or à l'exposition universelle. Je crois que c'est en 1889, et c'est à Paris, évidemment. Et ça, c'est un moment très important. Oui, c'est un point important dans sa carrière. C'est une reconnaissance qu'il avait déjà, mais qui est marqué pendant l'exposition universelle. Voilà. Et là, on voit des tableaux qui sont les esquisses qui sont faites sur le motif, et puis le tableau fini. Donc celui-là, il est travaillé en atelier, mais on voit qu'il était capable de saisir l'instant, et on voit très bien sa capacité, que je trouve remarquable, de faire des tableaux avec quelques coups de pinceau, très juste en fait, voilà. Et toujours ces plages incroyables. On peut voir là cette ville, ce tableau
de temps chargé. Ils font effectivement la caractéristique d'Eugène Boudin. Cette exposition, c'est également l'occasion de lui redonner la place qu'il n'a pas forcément eue dans l'histoire de la peinture. C'est un grand maître, et c'est un très grand maître, et à l'égal des grands peintres impressionnistes. Mais on voit toujours ces dégradés de ciel, regardez comme c'est magnifique. C'est sublime, quoi. Et en tout cas, c'est à découvrir ici au musée Marmottan-Monet. Merci beaucoup, Yann Guyonvard. Merci de nous avoir fait découvrir, en tout cas, une bonne partie de votre collection, qui est donc ici exposée jusqu'à fin août au musée donc Marmottan-Monet, cette célèbre institution, évidemment, dans le 16e arrondissement de la capitale. Merci Timothée Delem, merci à Yann Guyonvard. C'était un privilège de faire cette visite en sa compagnie, et merci à Camille Jaïr pour les images. L'exposition Eugène Boudin, le père de l'impressionnisme, c'est une collection particulière, c'est le titre de l'exposition. C'est donc à voir au musée Marmottan-Monet, c'est jusqu'au 31 août 2025. Et puis je vous signale la sortie d'un hors-série du Figaro sous la direction d'Isabelle Schmitz, Eugène Boudin, le père de l'impressionnisme. Voilà, point de vue, c'est fini. Merci de votre fidélité. Passez une bonne journée sur le Figaro TV et à très vite.